à toutes et à tous. Je suis ravie, vraiment extrêmement ravie de vous retrouver pour ce live organisé par le FIP à l'occasion de la 26e édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Qui suis-je? Je suis Marie-Sophie Zambeau, je suis avant tout une passionnée de recrutement et j'ai le grand plaisir d'exercer ce très beau métier depuis un petit peu plus de 15 ans. Je suis d'ailleurs actuellement responsable du recrutement au sein de la fonction publique territoriale. Ceux qui me suivent ont l'habitude de me suivre plutôt par écrit. Je suis un peu terrée, tapie derrière mon clavier et mon écran. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous proposer un format un petit peu différent pour aborder cette thématique. Donc un format, un live, pour que ce soit justement le plus dynamique et interactif possible. Le but justement, c'est qu'il y ait un maximum d'échanges. Donc n'hésitez pas à intervenir, à nous faire part de vos questions dans le chat et nous faire part voilà, de vos commentaires. Ils sont bien évidemment les bienvenus. Nous allons donc passer 1 heure ensemble aujourd'hui pour aborder la thématique favoriser le plein emploi pour les personnes en situation de handicap. Et comme vous le voyez, je ne suis pas seule, loin de là. Je suis même extrêmement bien accompagnée par 3 autres co-animateurs. Et donc, je vais leur laisser la parole pour qu'ils se présentent par eux-mêmes. Ils le feront beaucoup mieux que moi. Marc? Bonjour, je suis Marc Desjardins, je suis le directeur du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, le fameux FIP dont parlait tout à l'heure Marie-Sophie. Séverine? Bonjour à toutes et à tous, je suis Séverine Baudouin, l'adjointe de Marc, donc directrice adjointe du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Antoine Dunant, je suis ingénieur de formation. Voilà, je suis cadre à mi-temps dans le domaine du logement social. Et à côté, j'ai créé mon entreprise dans le domaine du conseil et du coaching. Les présentations étant faites, moi j'ai une toute petite question là, je suis peut-être curieuse, vous allez me dire, mais c'est une question qui me vient à l'esprit. J'aimerais bien savoir si vous savez combien de métiers sont disponibles dans la fonction publique et accessibles aux personnes en situation de handicap. Donc n'hésitez pas voilà, à faire part de vos réponses dans le chat. Il y a un petit décalage, mais on va en prendre connaissance au fur et à mesure pour voir si vous avez la bonne estimation, si vous vous rapprochez de la bonne réponse. Et nous, on y reviendra un petit peu plus tard. C'est un peu la question fil rouge. Donc, les présentations sont faites. On a expliqué la thématique. Autre petite question peut-être anecdotique, mais en fait, on dit FIP, on dit FIPHFP, pas forcément facile à prononcer. Qu'est-ce qu'on est censé dire? Alors, nous disons FIP parce que tout le monde se perd dans cette abréviation. C'est un acronyme trop compliqué. Je comprends, effectivement. Donc, on va partir sur FIP aujourd'hui. On est d'accord. Très bien. Antoine, est-ce que tu connaissais le FIP justement avant ce live, d'animer ce live aujourd'hui? Est-ce que ça te parle? Alors, je connaissais le FIP de nom. Je l'avais déjà entendu parler, mais je savais que c'était un organisme public qui intervient dans le domaine de la fonction publique pour le handicap, mais je ne connais pas, c'est pas précisément ses missions. Ouais, c'est important voilà, de le préciser. Moi, c'est bien justement, on va avoir l'occasion. Et vous, dans le chat aussi, n'hésitez pas à nous dire si voilà, vous connaissiez ou vous ne connaissiez pas. Donc maintenant, on sait le prononcer. Et donc, en fait, c'est quoi le FIP? Quelles sont vos missions? Quels sont vos domaines d'intervention? J'ai passé la parole à Marc pour qu'il nous en dise plus. Alors, le FIP a été créé par la grande loi sur le handicap, la loi de 2005. Et il a pour mission l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, le maintien dans l'emploi et également la formation des personnes handicapées et du collectif de travail sur la question du handicap. Alors, le FIP intervient dans les 3 fonctions publiques, la fonction publique territoriale qui était citée tout à l'heure, la fonction publique d'État, que ce soit les ministères ou les services déconcentrés, mais également la fonction publique hospitalière. Et le principe d'action du FIP, c'est de permettre ce qu'on appelle la compensation. Alors, qu'est-ce que c'est que la compensation? En fait, la loi de 2005 considère que le handicap, c'est la rencontre entre une déficience et un environnement.
Et effectivement, les personnes qui travaillent dans l'administration peuvent être confrontées à un environnement qui n'est pas adapté à leur situation. D'où effectivement l'idée de permettre, à travers toutes sortes d'aides, alors ça peut être des transports domicile-travail pour les personnes qui ont des difficultés à se déplacer, ça peut être des prothèses auditives, ça peut être, et c'est très souvent le cas, des sièges ergonomiques, d'aménagement du poste de travail, ça peut être pour les personnes malvoyantes, des lecteurs d'écran, des loupes, des souris, des claviers aussi spéciaux. Toutes sortes d'aménagements, mais aussi des aménagements concernant la formation des personnes en situation de handicap pour qu'elles s'approprient les dispositifs, par exemple effectivement un lecteur d'écran, ou formation du collectif de travail pour qu'ils puissent aider la personne en situation de handicap à travailler, je dirais, comme les autres. Donc c'est le principe que pour pouvoir être en situation d'égalité, il faut bénéficier d'une aide particulière. Et donc, le FIP met en place cette aide particulière à travers plusieurs canaux, toujours en liaison avec les employeurs, soit des aides individuelles au cas par cas, dans le cadre de ce qu'on appelle, nous, la plateforme des aides, surtout dans le cadre de conventions. Donc, nous avons plus de 400 conventions qui sont signées avec les employeurs des 3 fonctions publiques, avec aussi les centres départementaux de gestion pour les petites collectivités, et qui permettent de fixer des objectifs, de moyens de financement, des indicateurs de résultats, des conventions sur 3 ans. Et nous avons enfin une dernière manière d'intervenir qui est des partenariats. Donc on a notamment un partenariat, on en reparlera tout à l'heure, avec Pôle emploi, un partenariat avec Cap emploi, un partenariat avec l'AGFIP, par exemple pour un sujet d'actualité, les plateformes de prêt de matériel qui permettent aux personnes d'avoir tout de suite leur matériel quand ils changent de poste, changent d'affectation. Merci Marc, c'est beaucoup plus clair. Je pense qu'il y avait pas mal de personnes qui ne connaissaient pas forcément bien ou très très bien, donc c'est beaucoup plus clair. J'ai l'impression en fait, par expérience dans ma propre expérience personnelle, hein, je vous avoue, que les personnes en situation de handicap ne pensent pas forcément naturellement ou spontanément à la fonction publique comme un potentiel employeur. Peut-être que je me trompe. Alors, je vais me tourner vers Antoine. Est-ce que justement, dans ton cursus, dans ton expérience, c'est une possibilité qu'on t'avait évoquée en fait? C'est vrai que j'étais en formation dans l'école d'ingénieur, on ne m'a pas parlé de cette possibilité. Donc c'est vrai que la fonction publique, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Et que j'ai découvert une fois que j'étais en poste dans le privé. Notamment, je savais que j'avais la possibilité d'être ingénieur territorial dans la fonction publique. Et c'est vrai qu'il y a des postes équivalents à celui que je peux avoir dans mon métier. Et du coup, je pense effectivement c'est une voie intéressante. Et c'était une agréable surprise de découvrir effectivement tout ce que le FIP mettait en place avec du coup, les résultats qu'il y a derrière. Moi, personnellement, voilà, j'ai suivi une école d'ingénieur comme tout le monde, une scolarité totalement ordinaire. Et voilà, que j'ai trouvé ce marché du travail, j'ai quand même une difficulté à trouver un emploi de par la lourdeur de mon handicap et aussi le côté physique, je pouvais faire peur à toi qui ne connaissent pas forcément le handicap, je pouvais avoir aussi des POG. Et finalement, jusqu'au jour où j'ai rencontré une personne chez l'entreprise qui a su voir mes compétences et qui m'a laissé ma chance et qui a vu aussi ma motivation. Et voilà, ça fait 7 ans que je suis dans cette entreprise et j'ai toujours été à l'écoute de mes besoins et ça se passe très bien. Et voilà, et à côté de ça, voilà, maintenant je suis passé à mi-temps. Parce que j'avais envie à côté de créer une activité de conseil dans le domaine du handicap où justement mon handicap puisse devenir un atout plutôt qu'une contrainte. Et est-ce que dans ton activité justement de conseil et de coaching, tu penses à parler justement de la possibilité de la fonction publique comme un potentiel employeur? Effectivement, que la fonction publique, c'est quand même plusieurs millions de postes. C'est une possibilité effectivement qui est intéressante et qui me semble intéressante à étudier. Alors oui, la fonction publique, c'est un potentiel employeur. Ce que je sais
Là aussi, par expérience, c'est que c'est pas forcément très, très clair, les possibilités d'intégration de cette fonction publique. Souvent, il y a des clichés. On pense qu'il faut forcément être fonctionnaire, voire forcément habiter un territoire spécifique. C'est du genre de choses que j'ai pu entendre. Donc, est-ce que Séverine pourrait nous en dire plus sur justement les modalités d'intégration pour rejoindre la fonction publique? Alors en effet, Marie-Sophie, il y a plein de façons d'entrer dans la fonction publique. La première, et celle à laquelle on pense assez spontanément, c'est celle du concours. Alors évidemment, une personne en situation de handicap peut présenter un concours, hein, ça pose aucune difficulté. Et si elle a un besoin de compensation, c'est quelque chose qui peut aussi être envisagé par l'organisateur du concours, qui peut proposer la compensation utile, comme c'est le cas d'ailleurs pour les étudiants ou les élèves qui passent des examens. Donc c'est une chose qui est tout à fait possible. Une autre modalité qui est répandue, et d'ailleurs de plus en plus répandue, c'est la modalité du contrat. On n'est pas forcément obligé de passer un concours pour entrer dans la fonction publique, et on peut même à terme devenir fonctionnaire sur un contrat. Donc ça peut être un contrat court pour une mission de courte durée, ça peut aussi être un contrat plus long. Et puis de plus en plus, les fonctions publiques mettent en place des emplois réservés qui s'adressent aux personnes en situation de handicap, avec un jury et une modalité de recrutement qui va être vraiment spécifique. Et enfin, on pourrait aussi citer l'apprentissage, puisque c'est une modalité qui tend à se développer. Alors, de manière générale, hein, pour tous les jeunes, on les encourage massivement à entrer en apprentissage, mais pour nous, c'est un levier qui nous paraît aussi très intéressant pour entrer dans la fonction publique. Effectivement, l'apprentissage a le vent en poupe de manière générale. Antoine, toi, justement, à titre personnel, qu'est-ce que tu penses de l'apprentissage? Moi, par rapport à ce que je connais du handicap, je pense que ça peut être une solution très intéressante. Je pense par exemple aux personnes qui ont un handicap acquis au cours de leur vie, qui avaient un métier jusqu'ici qui ne peuvent plus exercer, qui ont besoin de se reconvertir tout en ayant, on va dire, un revenu. Je pense que ça peut être une solution très intéressante qui mérite d'être exploitée. Oui, je pense aussi. Je pense également que l'apprentissage, voilà, et peut-être, on pense pas forcément à la fonction publique en fait pour l'apprentissage. Pourtant, je sais que c'est une des modalités d'intégration qui est poussée à l'heure actuelle. C'est donc une volonté forte de pousser cette voie d'intégration. Et en plus, il me semble que voilà, il y a des spécificités ou des différences versus le secteur privé. Entre autres, il n'y a pas de limite d'âge, si je me trompe pas, Séverine. Alors en effet, pour les personnes en situation de handicap dans la fonction publique, l'apprentissage est sans limite d'âge. Et donc, comme le suggère Antoine, si on a un sujet à un moment de reconversion, on peut imaginer à tout âge réapprendre un métier via la voie de l'apprentissage. Donc ça, c'est aussi une richesse de chouette, plus avoir vraiment, cette limite d'âge, oui. d'offrir la possibilité aux personnes. Alors, ce qu'on apprécie, nous, particulièrement dans l'apprentissage, c'est que ça permet aussi de lever les idées reçues. Alors, Antoine nous dit qu'il n'aurait pas forcément pensé à la fonction publique. C'est vrai que quand on est petit, on ne se dit pas forcément « je vais être fonctionnaire plus tard ». Donc, c'est bien aussi d'entrer par cette voie-là. Et pour nous, c'est aussi important parce que ça permet aux employeurs d'aller contre les idées reçues. Et quand ils travaillent sur une période d'apprentissage avec un jeune ou un moins jeune. Combien de temps d'ailleurs? 12 à 48 mois? Ça dépend vraiment des formations, et puis on peut avoir aussi des adaptations en fonction du handicap et des nécessités. Si par exemple le diplôme peut être préparé en plus de temps, ou doit être préparé en plus de temps, on peut l'envisager. Donc ça, c'est aussi une forme de souplesse. Et nous, ce qu'on apprécie, c'est que voilà, les employeurs voient la compétence avant le handicap grâce à ce dispositif. Et c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse. Alors c'est pour ça que le FIPHFP s'est fortement engagé, puisqu'on peut financer aujourd'hui les salaires jusqu'à hauteur de 80% pour les apprentis. Et ça a été aussi l'objet chez nous d'une mobilisation assez exceptionnelle. On a financé sur cette année plus de 2200 contrats d'apprentissage à cette hauteur-là. Et il faut souligner que c'est le premier poste de dépense du FIP. Donc c'est vraiment une voie dans laquelle nous souhaitons nous engager et aussi accompagner les employeurs pour la développer, parce que ce n'était pas un réflexe que les employeurs publics avaient auparavant. Mais en tout cas, aujourd'hui, on sent que c'est quelque chose qui monte en puissance. Et quand des contrats d'apprentissage sont conclus, on a vraiment de bons retours. D'accord.
C'est vrai que ça monte en puissance et ça serait bien que, aussi bien côté candidat, ils arrivent à se projeter davantage et à savoir que ça existe. C'est le but de notre échange aujourd'hui, pour se dire que l'apprentissage est une possibilité pour eux et puis que les employeurs publics se disent que voilà, on leur facilite la vie et qu'il y a des choses qui sont vraiment mises en place pour faciliter l'intégration de personnes en apprentissage chez eux. Je me tourne vers Antoine. Je crois que tu avais justement une question. Oui, voilà, ceci étant dit, je voudrais parler un peu des modalités d'accès à la FUP et de l'apprentissage. Quels sont les types de postes dans la fonction publique quel métier on peut exercer? Marc, c'est à vous. Alors en fait, quand on regarde les statistiques, on voit qu'il y a aujourd'hui 260 000 personnes en situation de handicap qui travaillent dans la fonction publique. Donc, vous imaginez bien que ce sont de nombreux métiers qui sont concernés. Et je crois que la première réflexion qu'on peut se faire, c'est qu'il y a une très grande diversité des handicaps. Donc, effectivement, on pense toujours la personne qui est en fauteuil, mais il y a une très grande diversité des handicaps. Et donc, dire qu'il y aurait un empêchement par rapport à tel ou tel métier, ce qui serait général, ça n'a pas beaucoup de sens. Aussi, une chose qu'il faut se dire, c'est que je crois que c'est 85% des handicaps qui sont des handicaps acquis au cours de l'existence et notamment au cours de la vie professionnelle. Et avec de plus en plus aujourd'hui de maladies invalidantes qui interviennent dans la vie professionnelle, qui peuvent être liées au métier, par exemple les aides-soignantes, ou les ATSEM, les péricultrices, qui ont des douleurs dans le dos et qui effectivement sont gênées. Donc beaucoup de personnes en situation de handicap sont des personnes qui étaient déjà sur un métier, et le problème c'est plutôt la question, c'est plutôt le maintien dans l'emploi de ces personnes. Donc aujourd'hui on peut dire que a priori tous les métiers sont accessibles. Il y a peut-être quelques métiers particulièrement complexes pour certains types de handicap. Je ne sais pas, par exemple les pompiers, mais effectivement, globalement, tous les métiers sont accessibles et ce que nous essayons de faire avec les employeurs, c'est de permettre de donner les conditions pour que la personne en situation de handicap puisse exercer son métier malgré son handicap en apportant cette compensation. Et on peut dire qu'aujourd'hui, les choses évoluent et nous étions... lundi, pour l'ouverture de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, nous étions au GHU Paris Neurosciences, à l'hôpital bien connu Sainte-Anne à Paris, et nous avions 4 témoignages, et parmi ces témoignages, il y avait un neurologue, un jeune neurologue de 35 ans qui était en fauteuil, et qui nous disait que la première fois qu'il est arrivé dans le service, les infirmières lui ont dit « Monsieur, regagnez votre chambre, vous n'avez rien à faire ici ». Et en fait, voilà, effectivement, on peut être au fauteuil et être neurologue. On commence à voir des médecins, même des infirmiers, effectivement, en fauteuil. Donc, il n'y a pas de fatalité par rapport à ça. Les choses évoluent et on peut dire qu'effectivement, c'est notre mission de permettre effectivement cette intégration, cette insertion des personnes et aussi ce maintien dans l'emploi, quel que soit le handicap et quel que soit le métier. Merci Marc. Donc, je vais reboucler. Avant, Camille, j'ai vu votre question. Je vais la poser, on va y répondre dans vraiment 1 à 2 minutes maximum. Je poursuis sur ma lancée, parce que sinon je vais oublier. En plus, ça reboucle avec la question du départ, où on vous a demandé quel était le nombre de métiers qui étaient accessibles aux personnes en situation de handicap dans la fonction publique. Donc, la réponse, c'était 260 métiers pour toutes les fonctions publiques, les 3 versants de la fonction publique. Vous allez trouver 260 métiers et je vous propose d'illustrer cette réponse avec un petit extrait vidéo. Donc, j'ai toujours rêvé de dire ça, donc magnéto. La fonction publique, c'est donc des centaines de métiers différents. De l'agent d'accueil dans une bibliothèque à la secrétaire médicale, du policier à l'ATSEM, de l'aide-soignant au militaire, de l'animateur territorial au gestionnaire de données informatiques, du responsable achat au surveillant de prison, il y en a pour tous les goûts.
Antoine, je te laisse la parole. Pardon. Oui, ouais. Petit couac, c'est les aléas du direct. Je te laisse la parole. Pardon. Complètement. Ouais. Si je suis une personne handicapée, je souhaite me diriger vers la fonction publique. Complètement. Où est-ce que je postule ? En plus, je me permets, ça rejoint totalement la question de Camille de tout à l'heure qu'on n'a pas oublié, qui nous demandait comment je postule. Alors elle, c'était ciblée sur l'apprentissage, mais voilà, la question est intéressante de manière plus globale. Donc voilà, Séverine, comment est-ce que je suis intéressée, je veux rejoindre la fonction publique, je suis une personne en situation de handicap, comment je m'y prends concrètement ? Alors, il y a plusieurs sites qui répertorient les offres d'emploi de la fonction publique. Alors, si on veut être sur un site plus générique, c'est une plateforme qui s'appelle Place de l'emploi public. Donc là, on y retrouve les offres des 3 fonctions publiques et elles sont classées en fonction de la localisation. C'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure du fait de devoir déménager peut-être. Là, vous trouvez sur le site des offres qui sont aussi classées selon la géographie. Donc, on peut mettre un certain nombre de filtres et trouver le niveau d'emploi qui convient, le type de contrat qui convient. Enfin, c'est assez ergonomique et on peut bien s'y repérer. Et puis après, quand on a une recherche un peu plus ciblée, on peut aller sur une autre plateforme qui est ouverte depuis 2021 seulement, c'est assez récent, qui s'appelle Place de l'apprentissage et des stages. Donc là, comme son nom l'indique, on peut trouver des offres de contrats d'apprentissage et des offres de stage qui sont aussi dans les 3 fonctions publiques. Je ne connaissais pas du tout cette dernière plateforme, shame on me, sur l'apprentissage et les stages, je vous avoue. Donc ça, c'est spécifique, on va trouver que des offres de stage et d'apprentissage. Est-ce à dire qu'en fait, on ne va pas trouver ces offres de stage et d'apprentissage sur l'autre plateforme, la place de l'emploi public ? On va les retrouver aussi ou pas ? Sur la place de l'emploi public, on en trouve aussi des offres de stage et d'apprentissage, mais là, celles-ci sont beaucoup plus ciblées. D'accord, entendu. Très bien. Donc ça, on a répondu à la question, en tout cas on espère avoir répondu de manière exhaustive à la question que peuvent se poser les personnes et candidats qui nous regardent sur comment postuler concrètement pour intégrer la fonction publique. Après, de l'autre côté, côté organisation et recruteur, souvent il y a la question de se dire j'ai la volonté de recruter davantage de personnes en situation de handicap, mais je ne sais pas forcément comment m'y prendre, ça me semble compliqué de sourcer, d'identifier les bons profils. Donc Marc, est-ce que vous avez des conseils à donner aux personnes qui nous regardent justement pour leur faciliter la tâche là-dessus et lever éventuellement ce frein ? Alors c'est vraiment une question tout à fait essentielle. Aujourd'hui, donc, on a d'abord un système qui est dédié, un dispositif qui est dédié pour le recrutement des personnes en situation de handicap, qui s'appelle les Cap Emploi. Les Cap Emploi qui sont d'ailleurs maintenant en liaison avec Pôle Emploi. De point de vue technique, c'est ce qu'on appelle les lieux uniques d'accompagnement, donc qui permet de traiter, d'aider à la fois effectivement sur le plan de la question du handicap, mais aussi sur les plans sociaux, sur les questions qui pourraient se poser pour les personnes. Donc Cap Emploi, il a effectivement reçoit les personnes en situation de handicap, mais il a aussi des conseillers qui sont en contact avec les employeurs, qui rencontrent les employeurs pour essayer de déterminer quels sont leurs besoins et qui essayent de matcher entre les demandes et les offres d'emploi. Donc ça, c'est la première voie qu'on essaye évidemment d'aider, de privilégier au maximum. Ensuite, il y a beaucoup de voies annexes qui se sont créées, et je voudrais en citer une, qui est une association qui s'appelle Arpège, qui en fait permet aux jeunes en situation de handicap à la fois, je dirais, de faciliter leurs études, de réussir leurs études, et ensuite de se placer. C'est une association qui rassemble énormément, enfin un grand nombre d'employeurs qui sont membres de son conseil d'administration et qui donc est extrêmement active, et elle a agi également dans la fonction publique, et par exemple elle a signé récemment une convention avec le centre départemental de gestion, donc pour les collectivités locales du Nord, pour permettre ce recrutement. Ceci étant dit, on n'est pas complètement satisfait parce qu'on est conscient qu'il y a un problème, et on emploie un vilain mot que vous connaissez, Marie-Sophie, c'est le sourcing. Le sourcing, tout voilà, à fait. Le sourcing, effectivement, les employeurs ont quand même du mal à trouver des personnes en situation de handicap qui correspondent tout à fait à leurs besoins. Pourquoi ? Parce que ils n'ont pas forcément fait des études
suffisante par rapport au poste. Même si ça évolue, hein, puisque les personnes en situation de handicap, de plus en plus, comme Antoine, ont suivi des études complètes, hein, et donc effectivement ont acquis des diplômes. Il y a de plus en plus d'étudiants en situation de handicap dans les universités. Mais la rencontre ne se fait pas forcément, et donc il faut aider à cette rencontre avec les universités, avec les conseillers dans les universités, cette rencontre avec les CFA, pour que le recrutement puisse se faire. Et puis il y a un autre volet aussi, c'est que dans les mentalités françaises, on réfléchit beaucoup en termes de diplôme, on réfléchit beaucoup. Ça, vous prêchez une convaincue. Beaucoup. Ça, il y a un message qui passe par les recruteurs depuis pas mal d'années pour dire que justement, il faut essayer de se focaliser davantage sur les critères clés, les compétences en premier lieu. Mais ça a du mal à prendre, mais j'ai bon espoir. Voilà, alors on parle de diplôme, on parle de blocs de compétences. En fait, il faut arriver à détailler ces compétences. Et on va s'apercevoir que les personnes peuvent ne pas avoir de diplôme, peuvent pas remplir toutes les cases, cocher toutes les cases, mais avoir néanmoins quand même des compétences qui peuvent être très intéressantes. Et donc, je pense que c'est cette démarche qu'il faut qu'on promeuve. On trouve, d'ailleurs, dans la fonction publique, il y a un système qui s'appelle la commission d'équivalence de diplôme. Alors, c'est assez confidentiel, mais qui permet, quand une personne a fait un parcours, mais n'a pas le diplôme, de voir finalement qu'elle a acquis les éléments correspondant à ce diplôme et à lui donner de l'autorisation pour rejoindre ce que disait Séverine tout à l'heure, c'est-à-dire de rentrer dans la fonction publique. D'accord. Très bien. Je me permets peut-être de donner des pistes un peu plus, d'autres pistes ou sachez, recruteurs, référents handicap ou responsables RH, que vous avez aussi, outre les job boards qui sont en fait les job boards généralistes ou CVTech, pardon pour l'anglicisme, vous pouvez aussi avoir, si ça vous intéresse, on les mettra plus tard dans le commentaire, mais vous avez aussi des job boards qui sont spécifiques pour les personnes en situation de handicap. Donc, n'hésitez pas à diffuser vos annonces et vos offres d'emploi sur ces sites-là. Vous avez également une autre idée qui est de penser aux salons de l'emploi qui sont spécialisés pour les personnes en situation de handicap, comme par exemple Talent Handicap. Éventuellement, c'est une possibilité, pas forcément que je mettrai celle tout en haut, mais c'est une possibilité de faire appel à un cabinet de recrutement qui est spécialisé dans l'embauche de professionnels. Pourquoi je ne mets pas tout en haut? Parce que c'est vrai qu'à terme, ça serait mieux que chaque personne maîtrise, soit plus à l'aise sur le sourcing, l'identification, mais dans un premier temps, recourir à de l'intérim ou à des cabinets spécialisés sur le sujet. Ça peut vous permettre de vous accompagner et de vous aider à franchir le cap, en tout cas dans un premier temps. Alors, on a abordé le recrutement qui est un peu ma marotte. Donc voilà, disons, ça s'est bien passé, on a été retenu, on a été recruté, on est en poste. Et après, qu'est-ce qui se passe? Le FIPHFP, je me lance, intervient également sur le maintien dans l'emploi. Donc, quels sont les dispositifs que vous proposez concrètement sur cette partie formation et accompagnement pour le maintien dans l'emploi? Alors, sur le maintien dans l'emploi, c'est un sujet qui, au fond, concerne à la fois les personnes qui sont entrées dans la fonction publique alors qu'elles étaient en situation de handicap, mais on le sait, la plupart des handicaps, d'ailleurs, sont acquis au cours du parcours de la vie professionnelle. Donc, ça peut être une situation problématique qui se pose à un moment parce que peut-être l'état de santé de la personne déjà recrutée en situation de handicap se sera dégradé et qu'elle sera plus vraiment en mesure de tenir son poste. Ça peut être aussi parce qu'une personne qui était valide se retrouve, du fait d'une maladie, d'un accident, en situation de devoir être maintenue. Et là, tout l'enjeu, il est bien au sein des employeurs publics, en fait, de savoir détecter suffisamment tôt ces situations pour pouvoir apporter des réponses. Alors, en fonction de la gravité de la situation, on va avoir des réponses qui vont être différentes. Et puis, comme souvent sur le handicap, on est quand même sur des solutions qui sont un peu cousu main, puisqu'on s'adapte à chaque fois au handicap et
et aussi au collectif de travail, c'est essentiel. Donc, selon la situation, on peut envisager d'avoir des formations courtes. On peut envisager, tout à l'heure, on parlait de l'apprentissage, mais ça peut être une réponse aussi pour le maintien, mais ça peut être simplement une formation courte, juste d'adaptation au poste de travail. Quand un poste de travail, en revanche, ne pourra plus, quelque compensation qu'on mette en œuvre, être tenue, eh bien, on peut imaginer que la personne se reconvertisse, fasse une formation plus longue. Et donc ça, ce sont des accompagnements qui peuvent être pris en charge par le FIPHFP. Et tout à l'heure, Marc parlait des conventions que nous signons avec les employeurs. Disons souvent que pour marcher sur nos deux pieds, il nous faut un axe insertion et un axe maintien. Et c'est un axe qui est assez fortement porté dans ces conventions avec les employeurs pour que ce soit une préoccupation. Donc, à la fois les mesures de compensation et la prise en charge financière que le FIP peut apporter, c'est une chose qui est absolument essentielle parce qu'il faut des moyens, c'est évident. Mais il y a tout un système aussi qu'on pourrait appeler de prévention de la désinsertion professionnelle qui est absolument essentiel, que les gens aussi se parlent entre eux, sachent que des situations vont devenir difficiles. Et ce qui est important aussi, c'est de pouvoir former le collectif de travail. Parce que quand une personne est en situation de handicap dans une équipe, si sa situation a changé entre-temps, c'est aussi important de sensibiliser le collectif de travail et les collègues qui vont pouvoir savoir comment réagir. Parce que si, par exemple, une personne est atteinte de surdité, ça ne va pas forcément de soi de savoir comment interagir avec elle. Et donc, au-delà des aides techniques qu'on pourrait mettre en place avec des compensations, des systèmes d'interprétariat, il y a aussi cette dimension-là d'accueil au sein de l'équipe qui est essentielle et financée par le FIP. Très bien. Effectivement, moi, je suis venue avec quelques idées en tête ou messages forts ou clés que je voulais, entre guillemets, moi, faire passer ou que collectivement on fasse passer vis-à-vis des personnes qui nous écoutent. Et la formation, on pense à des formations, et c'est déjà très, très bien, des formations individuelles qui s'adressent aux personnes en situation de handicap. Mais pour moi, la clé justement de la réussite et de l'intégration, c'est clairement de former le collectif. Et pour moi, j'ai l'impression qu'on a tendance un petit peu par moment à l'oublier, à le mettre un petit peu de côté. Or, pour moi, c'est vraiment primordial pour que ça se passe au mieux pour tout le monde, parce que le collectif aussi est pas forcément habitué, pour avoir des freins, des préjugés, et qu'il soit formé, sensibilisé sur le sujet. Je me permets justement, Antoine, là-dessus, toi, justement, est-ce que vu que tu travailles, est-ce que ton entourage a été formé, sensibilisé là-dessus? Là, effectivement, je suis tellement d'accord avec vous. L'accompagnement, c'est quelque chose d'essentiel. Ça oublier, voilà, moi j'ai été dans les entreprises, souvent au stage ou salarié, où effectivement, justement, il y a eu une très bonne prise en charge, très bon accompagnement. Ça passe par exemple des sensibilisations les salariés, notamment à l'occasion de la semaine de l'emploi, personnes handicapées, et c'est extrêmement important. Puis pas beaucoup de salariés en situation de handicap se sentent bien de cette collectivité, et que quelque part les collègues puissent savoir comment interagir avec la personne, comment aborder la question du handicap. Moi, c'est aussi important que tout ce qui est fait pour le recrutement. Voilà, recruter, c'est bien, mais il faut aussi accompagner. Il faut que ça se passe le mieux possible, notamment dans les périodes où le salarié a besoin d'être reconverti ou qu'il y a des besoins qui évoluent. Ok, je retiens, recruter c'est bien, intégrer, aider à l'intégration c'est mieux, entièrement d'accord. Et toi, est-ce que tu as pu constater par ton expérience que justement qu'il y avait eu que cette sensibilisation avait un réel impact sur l'entourage, sur la manière dont il pouvait t'accueillir et sur toi, donc la qualité de ton intégration? Effectivement, oui, ça joue beaucoup. Je me rappelle d'ailleurs de ce qui avait été mis en place dans une entreprise où j'ai fait mon stage de fin d'études. Avant que j'arrive, ils avaient sensibilisé tous les personnes qui étaient venues sensibiliser les salariés qui avaient au préalable échangé avec moi sur quelles étaient les conséquences de mon handicap, et c'est un rendez-vous qui avait duré peut-être 1 heure avec les salariés du service où j'allais travailler. Et où je suis arrivé, ça a permis effectivement que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas d'appréhension par rapport à mon handicap.
Marc, vous avez peut-être quelque chose à rajouter sur le sujet. Je voudrais rebondir sur ce sujet parce que, effectivement, le FIP travaille actuellement sur la question des handicaps invisibles. Et je pense que la question du collectif de travail est encore plus forte peut-être pour le handicap invisible parce que, en fait, les personnes ne comprennent pas ce qui se passe, ne comprennent pas pourquoi la personne va bénéficier de ce qui est vécu comme des avantages. Oui. Va pas comprendre lorsqu'il s'agit d'un handicap psychique, pourquoi la personne a des moments difficiles, on va dire. Donc, il y a un gros travail là-dessus et un moyen d'intervenir que j'apprécie beaucoup, ce sont les scénettes de théâtre. Là, on a devant les employeurs, devant les managers, devant le collectif de travail, des acteurs qui vont jouer une scène de la vie quotidienne. À la machine à café, par exemple, on attend un nouveau salarié, on sait qu'il est en situation de handicap et tout le monde commence à imaginer quel type de handicap il va avoir, quelles conséquences, on va avoir plus de travail, on va être emmerdé, etc. Donc, effectivement, beaucoup de questions se posent. Ça peut être aussi quand la personne, finalement, travaille moins que les autres. Là aussi, quelles sont les réactions, l'incompréhension. Et donc, ces scénettes, elles permettent finalement, je dirais pour moi aussi, de capter son propre comportement, ses propres réactions par rapport effectivement à une situation, à des personnes en situation de handicap qu'on ne comprend pas. Et quelquefois, dans ces scènes de théâtre, ils vont plus loin, c'est-à-dire qu'ils demandent à des agents de prendre la place des acteurs et de jouer effectivement tel ou tel rôle, le chef de service qui est méchant, la personne qui ne comprend pas du tout parce qu'elle a peur d'avoir plus de travail, celle qui dit qu'il y a trop d'avantages, etc. Et donc, effectivement, on se projette finalement beaucoup plus quand on voit des pairs, quand on voit des personnes comme vous qui, effectivement, sont confrontées à ça, et avec en même temps une certaine distanciation, que quand on a un exposé ex cathedra qui est fait sur la situation de handicap et ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, voilà, moi, j'encourage les employeurs, il y en a nombreux qui le font, il y a plusieurs troupes de théâtre qui interviennent, à intervenir. Effectivement, ça me semble une très très bonne idée, beaucoup plus marquant et impactant qu'une formation ou des slides, rien contre les slides PowerPoint, mais des slides PowerPoint un petit peu théoriques sur le sujet. Là, tout le monde peut se projeter et voilà, moi je reboucle, je pense que vraiment c'est une des conditions sine qua non pour la réussite et le plein emploi des personnes en situation de handicap tendent vers cet objectif, c'est former et sensibiliser au maximum le collectif. Antoine. Oui, je dirais avant de passer live, pour résumer, si vous pouviez retenir 3 raisons principales de rejoindre le public lorsqu'on est en situation de handicap. Ce serait quelle raison? Marc, je vous sens motivé par cette question. Je pense que la première chose, première raison, c'est l'engagement des employeurs. Nous, on le vit au quotidien à travers les conventions qu'on signe avec eux, à travers cette semaine pour l'emploi. Vraiment un engagement très fort qui se traduit par une augmentation du nombre de personnes en situation de handicap dans la fonction publique. Il y en avait 160 000 quand le FIP a été créé, il y en a 260 000 aujourd'hui. Le taux d'emploi est passé, vous savez qu'il doit être au minimum de 6%. Ouais. Il est passé en moyenne de 3,5% à 5,5%. Et il y a des employeurs, comme notamment les collectivités locales, que vous connaissez bien. Territorial, voilà. Effectivement, on dépasse. Voilà, ils dépassent largement la barre des 6%. Ils sont presque à 6,7%. Donc, il y a vraiment une motivation, une conviction. Et effectivement une conviction qui devient de plus en plus forte. La deuxième raison, c'est la diversité des métiers. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'en fait, on connaît assez mal. Tout à l'heure, Séverine disait quand on est petit, on n'a pas envie d'être fonctionnaire ou on pense pas être fonctionnaire. Mais je sais pas pourquoi vous avez dit ça. Vraiment, je comprends pas. Peut-être pompier. Pompier à la limite. Mais effectivement, institutrice. Donc il y a plein de métiers où on a été dur avec la fonction publique. Sans vouloir genrer des choses, pompier et institutrice. Et donc effectivement, il y a une très grande diversité de métiers. Il y a des métiers qui sont extrêmement attrayants et intéressants.
à l'hôpital, dans les collectivités locales. Et je dirais, alors c'est peut-être un peu en demi-teinte ce que je vais dire, mais on le voit malheureusement quand quand on a des problèmes de maintien dans l'emploi. Quand on a des problèmes de maintien dans l'emploi, on voit que les puéricultrices, les ATSEM, que les infirmières, les aides-soignantes, elles sont effectivement extrêmement peinées de devoir faire le deuil de leur métier pour aller vers d'autres métiers évoluer. Donc c'est un trait des métiers de la fonction publique. Voilà, il faut regarder, il faut comprendre cette diversité des métiers pour pouvoir apprécier tout l'engagement de la fonction publique. Et puis, tout l'intérêt plutôt de la fonction publique. Ensuite, il y a tout ce qui concerne l'organisation, parce que bon, si le taux a progressé, c'est aussi parce que ont été mis en place des actions, et notamment ce qu'on appelle, mais c'est pas que dans la fonction publique d'ailleurs, hein, les référents handicap, qui sont vraiment les gens qui organisent la politique handicap et qui reçoivent les personnes pour apporter, les orienter vers le médecin du travail et les orienter vers les besoins, les aides de compensation nécessaires pour leur permettre d'exercer, qui cherchent donc aussi à recruter des personnes en situation de handicap, à les maintenir dans l'emploi. Donc on a un tableau très intéressant. On a aussi une organisation qui permet évidemment d'avoir des postes au niveau national, hein, partout, voilà, dans toutes les communes, toutes les régions, les hôpitaux, etc. Et comme vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que à propos des collectivités locales, il y a pas mal de gens qui croient qu'on peut être employé d'une collectivité locale que si on est habitant de la commune ou habitant du département. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, donc il y a des perspectives. Alors enfin, on est dans la semaine de l'emploi et ce qui nous intéresse, c'est la dynamique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on continue à progresser. Hein. On n'est pas encore aux 6%. Et de façon plus importante, on n'est pas encore à une situation d'égalité complète des personnes en situation de handicap. Il y a encore un chemin à parcourir, mais bon, je pense qu'il y a une motivation. En tout cas, au FIP, on est très motivé pour poursuivre cette action. Merci. J'apprécie beaucoup, enfin c'est le but, hein, d'avoir mis effectivement, et le mérite, les référents handicap à l'honneur aujourd'hui. Ils font un travail sur le terrain au quotidien qui est absolument indispensable. Donc voilà, mettons-les à l'honneur. Un autre point fort, vous l'avez dit, mais j'insiste un petit peu dessus, c'est effectivement ce maillage national et vraiment local, où en fait, avec la fonction publique, on peut vraiment proposer des emplois un petit peu partout sur toute la France, ce qui lève beaucoup de freins qui concernent la mobilité. Donc c'est vraiment pour moi aussi un des atouts et un des avantages clés de la fonction publique sur le sujet. On n'avait pas forcément prévu de l'aborder, mais voilà, la question me vient comme ça. Télétravail. Le télétravail, c'est quelque chose qui, voilà, un sujet un peu qui est sorti ces dernières années. Télétravail, personnes en situation de handicap. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire sur le sujet? Qui veut répondre? Alors, c'est un sujet dont le FIP s'est emparé, puisque à la sortie du confinement, on s'est rendu compte que beaucoup de personnes, tout le monde a dû télétravailler, pour les postes qui étaient télétravaillables, à tout le moins. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des bénéfices certains pour les personnes en situation de handicap, puisque ça leur économise du temps de trajet. C'est bien, mais il y a aussi un revers à cette médaille, c'est qu'elles sont éloignées du collectif de travail, elles se trouvent isolées, et ça peut être problématique. Le FIP a eu une enveloppe qu'il a consacrée à 4 actions phares pour cette année et l'année prochaine. Et la mise en place, ou du moins l'accompagnement à avoir des lieux de télétravail en commun fait partie des réflexions qui sont en cours. Et ces lieux mutualisés nous paraissent des choses intéressantes, parce que ça permettrait aux télétravailleurs de venir sur ces lieux, qu'elles soient en situation de handicap ou pas. Mais l'idée, c'est bien que le FIP puisse accompagner les aménagements de poste qui soient nécessaires, ce qui permettrait à la fois aux personnes en situation de handicap d'être plus proches de chez elles et donc d'avoir moins de temps de trajet, mais de ne pas se retrouver malgré tout dans l'isolement. Donc c'est bien un pari sur lequel le FIP s'est investi, et c'était pour nous un sujet phare qu'on avait repéré. Si je peux me permettre de revenir là-dessus, peut-être que moi, je suis une personne à mobilité réduite qui peut avoir des difficultés notamment
à se déplacer, c'est vrai que le télétravail me permet finalement de gagner du temps déjà et d'avoir peut-être moins de fatigue, ce qui permet effectivement d'exercer le métier en meilleures conditions. Voilà. Mais c'est quand même important effectivement de rester un peu sur place au moins quelques jours, de manière à être intégré dans le collectif, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile. Avec un handicap de s'intégrer comme les autres personnes. Malgré tout, face au télétravail, ça peut ouvrir l'emploi à des personnes qui auraient des difficultés à se déplacer. Donc, ouais, c'est aussi une piste à explorer. Oui, ça me semble être une piste intéressante et une belle opportunité. Tu faisais du télétravail, c'est quoi? C'est lié au Covid, à la pandémie? Tu en faisais déjà avant ou c'est venu Oui, alors pendant, effectivement, après? pendant la période du Covid, j'ai fait beaucoup de télétravail du fait du risque que j'avais à faire une forme grave du Covid et être hospitalisé. Mais c'est vrai que ça m'a permis de gagner beaucoup de temps finalement. Dans une journée, je gagnais près de 2 heures. Oui, c'est énorme. Ça permettait par exemple d'éviter le froid, parce qu'il fait vraiment froid. Et d'avoir un quotidien où je suis moins fatigué. Et du coup, j'ai vu les avantages et du coup, ça fait pérenniser un peu au-delà du Covid, même si voilà, je suis à moitié à sa place et l'autre moitié à distance. Ok, très bien. Donc, on est sur le point, ce live est sur le point de s'achever. Je ne sais pas si vous avez peut-être des questions, n'hésitez pas. Oui, une question de Nadine. Dans le privé, ce sont les médecins du travail qui guident l'employeur dans les aménagements, restrictions, etc. Dans le public, est-ce Cap Emploi qui joue ce rôle? Alors, je vais commencer, puis Séverine complétera. Oui. Donc, effectivement, ce sont également les médecins du travail, les médecins de prévention qui prescrivent la plupart des aides du FIP. Et ensuite, éventuellement, ils demandent à des ergonomes, à des experts venant de différentes, ce qu'on appelle des prestations d'appui spécifiques dans le langage FIP et AGFIP, qui permettent effectivement de compléter, de voir exactement ce qu'il faut mettre en œuvre pour la personne, que ce soit d'ailleurs pour des questions de handicap physique ou d'autres types de handicap. Sensoriel notamment. Voilà, donc on a effectivement ce couple-là, et puis Cap Emploi peut également aussi prescrire un certain nombre de prescriptions, un certain nombre de prestations, prestations donc de la GFIP comme les passes, Inclupro. Mais la différence entre le FIP et la GFIP, c'est que nous avons toujours une relation à l'employeur, c'est-à-dire tout passe par l'employeur, alors que pour la GFIP, une partie des aides peuvent être mobilisées directement par les personnes. Et je dirais la plupart des aides sont, comme nous, prescrites par le médecin du travail et demandées par l'employeur. Mais pour le FIP, il me semble, dites-moi, je suis loin d'être une experte sur le sujet, qu'un candidat ou un collaborateur ou un agent en situation de handicap peut quand même aller sur votre site pour regarder éventuellement ce à quoi il aurait droit, oui, mais ça n'engage pas l'employeur et c'est l'employeur qui fait. Oui, ce qu'on remarque aussi, c'est que la personne, alors le médecin du travail, évidemment, est un très bon conseiller pour l'employeur pour les aménagements de poste, mais la personne qui sait le meilleur aménagement pour elle, c'est la personne en situation de handicap. Donc, c'est normal qu'elle ait accès au catalogue et puis qu'elle puisse aussi orienter le choix qui va être fait, et peut-être qu'il va falloir aussi essayer un matériel, ça va pas être probant, on va revenir avec un autre matériel. Donc, le rôle de la personne est essentiel et il faut aussi qu'elle soit actrice de son aménagement de poste. D'accord, merci. Autre question de Camille. Pour favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap, il faut avant toute autre chose que le regard change sur le handicap et sur les personnes en situation de handicap. Sans cette évolution, l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap risque de rester toujours compliqué. Le FIP a-t-il des actions de sensibilisation qui vont dans ce sens? Si oui, lesquelles? Alors, on a de nombreuses actions chez les employeurs, effectivement, pour faire passer ce message et toucher le collectif de travail. Donc, à l'occasion notamment des conventions, il y a des réunions du personnel qui sont faites.
Il y a donc ce qu'on essaye d'avoir, c'est des témoignages, parce que là encore, c'est les témoignages des pairs qui est le plus efficace. Donc, un apprenti et son maître de stage, une personne qui a été maintenue dans l'emploi, un apprenti reconverti, comme on disait tout à l'heure, c'était une personne qui a une 50aine d'années et qui, effectivement, fait de l'apprentissage. Voilà, donc c'est un des vecteurs de communication. Et puis, on essaye de communiquer, je dirais, plus largement par différents vecteurs, en faisant des colloques aussi sur l'apprentissage. Notamment, on a fait un tour de France de l'apprentissage au cours des 2 dernières années, qui nous a permis de développer cet élément. Donc, on essaye de toucher effectivement la fonction publique, de faire comprendre. On a une lettre d'information, plusieurs vecteurs. En revanche, ce que nous ne faisons pas, et ce que fait la GFIP et qui est complémentaire et qui est très bien, ce sont des campagnes grand public. Oui. Des campagnes grand public, comme il y en a par exemple actuellement, je crois, en tout cas, j'en ai entendu à la radio, vous en doute aussi, effectivement, pour montrer que tout le monde est employable. Le gouvernement aussi a fait plusieurs campagnes récemment. Voilà, donc je suis tout à fait d'accord, effectivement, c'est avec Camille, c'est ça? Oui, tout à fait. Sur le fait qu'il faut continuer à faire changer le regard, à démystifier le handicap et à faire comprendre effectivement que on est tous potentiellement confrontés au handicap. Il y a 12 millions de personnes en France qui sont atteintes d'un handicap, visible ou invisible, et il y a de nombreux aidants aussi. Donc voilà, je pense qu'il faut prendre en compte cette dimension-là. Et c'est aussi des actes. Je me souviens, c'était à Évreux, il y avait des places de stationnement et il y avait un panneau, le panneau habituel avec le fauteuil. Et au-dessus, il y avait marqué « Attention, pensez qu'un handicap peut être aussi invisible ». C'est une bonne chose. J'ai rarement vu. Je pense que ça mériterait d'être généralisé en fait comme démarche. Voilà. Donc, entendu. Autre question de Béatrice. Je vous remercie pour ce moment très intéressant. Merci. Je suis en M2 droit social à Toulouse et la gestion du travailleur en situation de handicap m'intéresse de plus en plus. C'était plus un témoignage, excusez-moi, plus un témoignage qu'une question. Si peut-être ce qu'on peut dire, elle est en M2 de quoi? Elle est en M2 droit social à Toulouse. Oui, alors ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a peut-être des formations de référents handicap. Okay. Il y a, je crois, une dizaine de formations dans les universités. Nous, au niveau du FIP, on travaille beaucoup avec le DU de Créteil, de l'UPEC, l'Université Paris-Est Créteil. Donc, ces formations qui permettent aux personnes qui souhaitent devenir référent handicap, d'acquérir toutes les compétences, que ce soit pour être dans le privé ou être dans le public. Donc, voilà, se développent aussi des possibilités pour ceux qui veulent s'engager dans cette carrière. D'accord, très bien. Avec des formations de plus en plus nombreuses, je suppose, et ciblées. De rien, Camille. Encore une ou deux questions. Il est 13h23. On avait prévu d'être avec vous au moins jusqu'à 13h30. N'hésitez pas. Si vous avez des questions. Antoine, peut-être quelque chose à ajouter? Je vais rebondir sur ce qu'on disait avant, peut-être. Oui. Par rapport au regard sur le handicap et au préjugés. Moi, j'ai vu ces 20 dernières années, depuis que je suis en fauteuil, des évolutions vraiment positives du regard sur le handicap, notamment les nouvelles générations. C'est vrai que c'est hyper important. C'est vrai que, par exemple, la situation, on peut avoir beaucoup de préjugés par des connaissances de handicap, ce qui est normal finalement, et plus on communiquera sur le handicap, plus on dira les choses, plus on cherchera à démystifier finalement le handicap, plus les gens comprendront nos difficultés, et je dirais que le handicap finalement c'est qu'une particularité de l'individu parmi d'autres finalement. C'est vraiment bien faut avoir la personne avant tout, notamment ses compétences par rapport au monde du travail. Voilà, je dirais que les choses vont dans le sens, mais il faut continuer à communiquer pour justement que les gens aient une vision plus réaliste du handicap et peut-être moins stigmatisante.
Donc tu vois une évolution positive que je perçois moi aussi à titre personnel, et c'est vrai que voilà, faut pour autant, continuer à se retrousser, les manches collectivement pour, faire passer les bons messages, pour sensibiliser, pour faire connaître, parce que c'est souvent la connaissance, qui crée, de la peur. Marc, je vois, Oui, vous on voulez pourrait, intervenir? on pourrait dire qu'il y a aussi il y a un nouveau dispositif qui a été mis en place, qui s'appelle l'emploi accompagné, qui a été mis en place à partir de la loi de 2016 et qui est repris de ce qui se passe dans les pays anglo-saxons et qui permet en fait de suivre une personne en situation de handicap dans la durée, alors que là, on a parlé de prestations qui étaient sur une durée de quelques mois. Là, on est sans limite de durée et c'est une sorte un job coach qui est une sorte de médiateur entre la personne et l'employeur. Et quand je dis l'employeur, ça veut dire le manager, mais aussi le collectif de travail. D'accord. Et il intervient par exemple au moment de l'embauche, qui est un moment difficile, au moment aussi quand il y a des perturbations dans l'équipe, quand il y a des déménagements, tout ce qui peut effectivement, ou parce que la personne, ce sont souvent des personnes qui sont en situation de handicap psychique ou des personnes autistes, atteintes du trouble du spectre autistique. Et donc, il intervient effectivement quand il y a des difficultés. Voilà, c'est un dispositif qui concerne maintenant à peu près 7000 personnes. Il va bientôt concerner 10 000 personnes en France. Oui, quand même. On compte, au niveau du FIP, on compte le développer, l'appuyer, parce qu'il nous paraît tout à fait efficace et remarquable. Et il renouvelle effectivement les manières d'approcher la situation de handicap. Parfait. Parfait, 13h26, on touche au but, au terme de ce live. Je vois, il n'y a pas forcément d'autres questions. De toute manière, on y répondra un petit peu plus tard, hein, s'il y a des questions, surtout d'ordre personnel. On répondra à toutes les questions. Je vais me lancer dans la conclusion. Donc, un grand merci à vous toutes et toutes de nous avoir suivis aussi nombreux. Nous, ça a été un grand plaisir de passer cette heure ensemble et d'aborder tous ces sujets essentiels avec vous. J'espère que de votre côté, vous aussi, vous avez trouvé ce live intéressant et qui vous a surtout permis en fait de mieux connaître l'accompagnement que peut proposer le FIP, et puis pour les candidats de peut-être mieux vous projeter au sein de la fonction publique. Pour compléter ce live, si vous êtes encore accro, curieux, vous voulez encore découvrir des choses sur le FIP, sur la fonction publique, je vous invite fortement à suivre en fait la page LinkedIn et puis la page Twitter du FIP. Et puis, petite recommandation personnelle, mais je pense que tout le monde va me suivre sur le sujet. Il y a un guide des handicaps invisibles qui a été élaboré par le FIP, qui est extrêmement bien fait, qui avait eu d'ailleurs pas mal de succès. Donc, je vous invite à en prendre connaissance et on vous mettra, bien évidemment, pour vous faciliter les choses, on vous mettra le lien dans le chat. Sophie nous demande s'il y aura un replay. Donc, oui, il y aura un replay, c'est prévu. On vous tiendra bien évidemment au courant. Est-ce que vous avez, avant de clore de manière définitive, est-ce que vous avez un mot à rajouter, peut-être sur l'actualité à venir, Séverine? Alors, peut-être 2 choses. Tout Oui. d'abord, on a beaucoup parlé d'apprentissage. Donc je voulais rappeler que le FIP a organisé le Tour de France de l'apprentissage. Donc ça se traduit par des manifestations qui sont organisées par nos délégués territoriaux au handicap et qui sont sur tous les territoires. Donc c'est vraiment facile de trouver une manifestation en proximité et d'avoir l'occasion de rencontrer les acteurs de l'apprentissage. Et puis, un peu de publicité pour un événement qu'on est en train d'organiser au FIP, merci, le 12 décembre prochain, à l'école militaire. On organise un colloque autour de l'accessibilité numérique, parce que là aussi, c'est un sujet dont le FIP a souhaité s'emparer. Nous travaillons aujourd'hui de plus en plus sur des logiciels qui nécessitent d'être accessibles pour les personnes en situation de handicap. Alors, ça va au-delà des problèmes de surdité ou de vue, hein. Ça peut concerner aussi les troubles 10. Donc on se lance sur un travail assez vaste pour mettre en accessibilité les logiciels qui sont utilisés par les personnels dans la fonction publique.
Et donc, ça se concrétise comme un lancement par un colloque le 12 décembre prochain à l'école militaire, et vous pouvez trouver toutes les informations sur le site du FIP. Bon, rendez-vous est pris. En tout cas, le message est passé. Antoine, un dernier conseil à partager avec nous? Oui, alors s'il y a des personnes handicapées qui nous écoutent, qui cherchent un emploi, je dirais le conseil que je pourrais donner, c'est venez comme vous êtes, pour reprendre un célèbre slogan. Oui. Et voilà, ce qui compte, ça doit être vos compétences. L'handicap, c'est une particularité parmi d'autres, et il y a des adaptations possibles. Je dirais, voilà, le plus important, c'est faites-vous confiance. Vous avez des talents, des compétences, ça va mettre au service de la collectivité. Voilà, faites-vous confiance et tout se passera bien, et vous trouverez un employeur qui vous fera confiance et qui saura voir ce que vous savez faire, ce que vous pouvez apporter, et aussi dans votre motivation. Bon, super conseil, donc, je pense que... Pardon, super conseil, je pense qu'on peut pas faire mieux. On va clore ce live sur ce conseil, super conseil d'Antoine. Un grand merci à nouveau à toutes et à tous de nous avoir suivis. Ce fut un réel plaisir pour nous toutes et tous de partager ce moment avec vous. Et oui, il y aura un replay et on vous tient au courant sur le sujet. À nouveau, un grand merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.